Bonjour à tous. Donc moi c'est Guillaume Coutet, je suis interne également en réanimation à l'hôpital Percy. J'étais encadré par le docteur Pauline Poncin, que je présente aujourd'hui. Donc on va vous parler de rage rythmique après infarctus du myocarde. Donc c'est l'histoire de Madame C, 49 ans, qu'on a pris en charge dans le service pour un arrêt cardio-respiratoire extra-hospitalier. Un no-flow qui était très court, estimé à moins de 2 minutes. Un no-flow plutôt long, 47 minutes, sur un rythme choquable. Initialement, donc elle a reçu c'était 5 chocs à l'arrivée des secours et puis une reprise de rythme après 47 minutes. La coronarographie à l'arrivée dans l'hôpital, c'est une occlusion proximale de l'IVA avec un stent actif qui a été posé, un flux TIMI 3 d'aval, donc un résultat angiographiquement satisfaisant, mais une dysfonction ventriculaire gauche séquelaire importante, 25% d'FEVG et puis une séquelle entéro-septo-apicale. Finalement, voilà, elle a 48 heures de contrôle ciblé de la température, de sédation profonde, et à la levée des sédations, après contrôle ciblé de la température, elle présente des troubles du rythme qui sont ceux-là, donc je souris, donc tachycardie supraventriculaire avec des extrasystoles ventriculaires qui sont à couplage court, qui arrivent très tôt après la repolarisation, et finalement donc le matin, une extrasystole déclenchante ici sur la repolarisation, un épisode de tachycardie ventriculaire polymorphe. L'orage rythmique, donc c'est défini de manière assez consensuelle dans la littérature depuis maintenant 20 ans, c'est toujours la même définition, c'est au moins 3 épisodes de TV ou de FV sur 24 heures ou de la TV ou FV incessante, sans condition de retentissement hémodynamique sur les épisodes de TV ou de FV. Et dans l'ischémie myocardique, on sépare les orages rythmiques précoces de tardifs, avec un cut-off à 48 heures, et dans les deux cas, une physiopathie qui est différente et un pronostic qui est différent. La prévalence elle est assez variable selon les études. En gros, c'est 5 à 10%. Je vous ai mis les grandes études de l'infarctus du myocarde. La première sur l'angioplastie, il y en a 2 ensuite sur la thrombolyse. Puis après, les 2 dernières qui s'intéressent particulièrement aux troubles du rythme post-infarctus. Donc voilà, c'est environ 5%, 5 à 10% de troubles du rythme. Ça se définit par TV ou FV et pas forcément un orage rythmique à proprement parler. Les facteurs de risque qui sont multiples. En pratique, c'est surtout la gravité de l'infarctus initial. Donc la classification qui lie le choc cardiogénique à la prise en charge, les pics de CRP ou de CPK. Si l'infarctus n'a pas été revascularisé et qu'il y a une zone ischémique étendue, c'est également un facteur de risque. Et puis également le substrat sur lequel intervient cet infarctus, donc la cardiopathie sous-jacente. L'insuffisance rénale, même si là le physiologie facteur n'est pas très bien expliqué. Et puis des doutes sur des prédispositions génétiques, mais ça aussi c'est pas du tout documenté. La mortalité elle est assez importante, donc ça c'est la mortalité des orages rythmiques post-infarctus. La mortalité hospitalière elle est de 25%, avec une grande différence. Vous voyez ici le trait noir c'est sans orage rythmique, le trait en gris c'est avec orage rythmique. Cette différence de mortalité elle perdure dans le temps. Là c'est l'échelle en mois, et donc à 5 ans elle est de près de 50% la mortalité. Il y a également une grande différence de mortalité entre les orages rythmiques qui sont précoces et tardifs. On va le voir après, c'est la physiopathe qui l'explique. Mais voilà, donc un infarctus avec orage rythmique grève fortement les pronostics. Il y a d'autres facteurs de risque, ça c'est une autre étude plus récente, 2019, qui reprend après les mêmes facteurs de risque, et on voit notamment ici que le fait d'avoir un orage rythmique tardif après 48 heures, c'est un facteur de risque majeur par rapport aux orages rythmiques précoces. Un peu de physiopathologie, donc le cardiomyocyte, donc c'est une cellule excitable avec sa membrane qui est composée d'une bicouche lipidique qui est complètement imperméable aux ions, avec des canaux, des structures protéiques qui sont enchâssées dans la membrane et qui ont une perméabilité sélective aux différents ions, donc c'est soit des canaux ioniques, des échangeurs, des pompes, et tout ça donc crée un potentiel d'équilibre, c'est-à-dire un gradient de concentration entre l'intracellulaire et l'extracellulaire qui est positif, l'intracellulaire qui est négatif, et donc pour un cardiomyocyte, le potentiel d'équilibre est à peu près à moins 90 millivolts. Et cette cellule elle est excitable par un potentiel d'action. Ce potentiel d'action, donc, il déroule du nœud sinusal en passant par le faisceau de His et puis jusqu'aux fibres de Purkinje, avec d'abord une grosse entrée de sodium intracellulaire qui va entraîner l'ouverture des canaux calciques électrodépendants, et puis après pour la repolarisation, une sortie de potassium progressive. Cette action est différente selon les fibres dans lesquelles on se trouve. Ce qui est important, c'est les fibres de Purkinje, qui vont être très importantes dans la physiopathie de l'orage rythmique post-infarctus, qui sont vraiment à la jonction entre tout ce tissu nodal et électrique et puis les cardiomyocytes, enfin la fibre musculaire à proprement parler. Il y a un automatisme cardiaque, donc tout ça c'est tissu nodal que vous connaissez. Ce qui est très important, c'est que toute cette automaticité cardiaque elle est modulée par un système nerveux autonome, sympathique et parasympathique, qui joue un rôle majeur dans les orages rythmiques.
Ça, je ne vais pas reprendre puisque Charlie nous a déjà réexpliqué la contraction actine-myosine et puis le potentiel d'action qui déroule jusqu'au tube de thé. La pathogénie de l'orage rythmique, donc elle est décrite dans toute la rythmologie de manière générale par le triangle de Koumel. Donc il faut un substrat, il faut qu'à un moment il y ait une modification structurelle du tissu cardiaque. Dans le cadre de l'ischémie myocardique, c'est une fibrose cicatricielle, une altération du tissu de production du tissu musculaire. En général, une cardiomyopathie sous-jacente chez les patients qui ont déjà une cardiomyopathie hypertrophique ou une cardiomyopathie dilatée. Et puis il peut y avoir des canalopathies méconnues, c'est-à-dire que c'est des patients qui ont déjà une cardiomyopathie sous-jacente. Il y a un facteur déclenchant à ça, donc en général hydroélectrolytique, et puis l'altération globale de la conduction cardiaque sur des QRS larges ou des FVG altérés. Et le troisième point important, donc tout ça c'est des cibles thérapeutiques, mais c'est le système nerveux autonome. Et donc tout ça va être modulé par le système nerveux d'hyperactivation sympathique en post-infarctus du myocarde, qui a un rôle majeur dans le déclenchement d'orage rythmique. La physiopathie est assez mal comprise, mais globalement ce qui est construit, c'est qu'on a des zones ischémiques. Dans ces zones ischémiques, il y a un métabolisme anaérobie qui se met en place, avec une acidose intracellulaire qui va modifier les concentrations intracellulaires d'ions, notamment de sodium et de calcium, qui va s'accumuler en intracellulaire. Et donc ce potentiel d'équilibre, qui était à moins 90 mV, va monter, va se rapprocher du zéro, c'est une baisse du potentiel d'équilibre membranaire. Et donc la vitesse de conduction, la cellule est moins excitable, et donc dans ces régions-là ischémiques, la vitesse de conduction baisse. Les fibres de Purkinje qui sont à la jonction entre le tissu nodal et le tissu musculaire ischémique, elles sont résistantes à l'hypoxie, parce qu'elles ont un glycogène intracellulaire, et puis elles sont très proches du sang intracavitaire. Et donc on a des hétérogénéités entre les zones ischémiques, les zones non ischémiques, et puis entre les fibres de Purkinje et puis les cellules musculaires. Et toutes ces hétérogénéités électriques créent finalement des zones où il y a la conduction est lente, des zones où la conduction est rapide, et où il va y avoir les extrasystoles qui vont pouvoir se déclencher notamment au moment de la repolarisation. Ça, c'est d'autres mécanismes qui sont décrits. C'est un article récent canadien de 2022. Donc, là, on revoit le schéma qui avait été décrit avec le réticulum sarcoplasmique. Là, c'est une cellule normale, avec donc, le récepteur azidropyridine à la ryanodine, qui sont phosphorylés, qui créent en fait, à l'état basal un stock de calcium dans le réticulum sarcoplasmique et un calcium intracellulaire qui est plutôt bas. Et finalement, en conditions ischémiques, en conditions d'ischémie myocardique, il y a des modèles qui montrent que ces deux récepteurs sont hyperphosphorylés, que ce transporteur-là perd sa phosphorylation ici. Et donc, tous ces mécanismes conduisent à un calcium intracellulaire qui va être augmenté, une perte de stock dans le réticulum sarcoplasmique, et donc une baisse de contractilité dans ces zones ischémiques. Il y a deux types de troubles de rythme dans les orages rythmiques post-infarctus. Il y a la tachycardie ventriculaire monomorphe, qui est la plus fréquente, qui est celle qui survient après 48 heures. Donc c'est celle qui est de mauvais pronostic parce qu'elle témoigne d'une cicatrice fibreuse large et donc d'une modification structurelle, d'un infarctus qui est massif, d'une modification structurelle ischémique fibreuse qui est irréversible. Et donc il y a ce qu'ils appellent une réentrée en 8 sur cette cicatrice au niveau d'un isthme. Et donc on a des boucles de réentrée comme ça qui crée cette tachycardie ventriculaire monomorphe. Ce qui est plus rare, et ce qui était dans le cas de notre patient, donc ça c'est après 5% des cas, c'est les orages rythmiques précoces. Donc là c'est les fibres de Purkinje qui sont abîmées, donc c'est ces anomalies entre des zones de conduction lente et des zones de conduction rapide, avec plusieurs extrasystoles ventriculaires et qui vont être très précoces et se déclencher sur la repolarisation, ce qu'on appelle les phénomènes R sur T. En termes de thérapeutique, donc on a plusieurs antiarythmiques, c'est la description classique des antiarythmiques que je ne vous redétaille pas. Juste l'amiodarone qui est classé en classe 3, finalement quand on lit les différents articles, en fait il le classe c'est un effet sur l'ensemble des canaux, donc il est classé 3 parce qu'il a une action principalement sur la sortie de potassium, mais finalement il a une action sur l'ensemble des autres canaux. J'ai passé en revue les différents outils thérapeutiques. Donc on a les bêta-bloquants qui sont finalement la principale arme thérapeutique de l'orage rythmique. C'est la pierre angulaire du traitement parce que ça va permettre de bloquer, de casser cette hyperactivation sympathique qui entretient l'orage rythmique. Ça a également un effet indirect sur les différents canaux. Bien sûr, il y a un effet inotrope négatif, c'est ce qui est assez compliqué pour être pris en charge le moment d'introduction, parce qu'en général les patients sont instables dynamiquement, mais dès que le statut hémodynamique le permet, il faut les introduire le plus rapidement possible. Il y a plusieurs études, mais finalement relativement anciennes. L'étude pivot, c'est l'étude Nademané en 2000, qui, par rapport initialement aux États-Unis, il y avait des recommandations qui recommandaient de ne pas faire de bêta-bloquants.
lui, il se dit qu'ils allaient quand même le faire, et puis il y a une baisse assez spectaculaire de la mortalité, de 22 à 82% après introduction de bêta-bloquants. Voilà, il y a les différents bêta-bloquants qui sont étudiés, en général, c'est principalement pour propranolol où il y a plus de littérature, qui paraît un peu plus efficace que le métoprolol. Et de plus en plus, on utilise des bêta-bloquants à demi-vie très courte, comme l'esmolol, le Brevibloc à la seringue électrique. Le principal antiarythmique, c'est la cordarone, donc classe 3, mais également un effet sur les autres canaux. Le principal souci de la cordarone, c'est que ça prolonge la repolarisation, ça allonge le QT, il n'y a pas du tout d'effet inotrope négatif, et ce qui est également décrit, c'est qu'il est partiellement, voire totalement inhibé par la décharge adrénergique au cours de l'orage rythmique, et donc utiliser ça, il est moins efficace qu'avec les bêta-bloquants, ce que j'ai écrit à la fin. Voilà, là c'est une étude, donc finalement il y a assez peu d'études, je sais qu'il y a plus de vidéos, finalement il y a assez peu d'études dans l'arrêt cardiaque qui montre une supériorité par rapport à la xylo, par rapport au placebo, et puis c'est une étude assez ancienne aussi, 46% d'efficacité dans les orages rythmiques réfractaires. La xylocaïne, qu'on utilisait également dans ce cadre-là, c'est un classe 1B, c'est un antiarythmique qui est moins puissant que l'amiodarone, mais il a un rationnel physiopathologique qui peut l'utiliser dans l'ischémie myocardique parce qu'il améliore l'acidité intracellulaire. Voilà. Et puis il y a une étude qui essaye la xylocaïne dans les orages rythmiques, en tout cas dans les TV monomorphes, en dehors du contexte ischémique, qui montre pas d'efficacité. Donc c'est pour ça que cette molécule-là est réservée à l'heure actuelle aux troubles du rythme en contexte ischémique. La troisième molécule d'intérêt, c'est la phosphénitoïne, le prodilantin, qui est un antiarythmique également de classe 1B, qui diminue l'exstabilité de la dépolation diastolique. Lui également, comme c'est un classe 1 aussi, qui est assez peu puissant, mais il y a plusieurs cas dans la littérature décrits d'orage rythmique réfractaire, réduit après prodilantin, donc il est utilisé comme antiarythmique de recours. Voilà. En pratique, la gestion d'un orage rythmique en post-infarctus, dans le cas d'une instabilité dynamique, il faut administrer un choc électrique externe. Il faut faire attention parce qu'il y a souvent une sidération myocardique après des chocs électriques externes administrés à répétition. L'overdrive, c'est-à-dire de mettre une sonde d'entraînement électrosystolique et d'essayer c'est surtout vrai dans les orages rythmiques précoces avec des extrasystoles ventriculaires à couplage court, donc soit avec coiffer les extrasystoles, c'est une thérapeutique d'urgence pour contrôler un orage rythmique réfractaire. Il faut faire le diagnostic rythmique, c'est important parce que la physiopathe, le pronostic et les traitements ne sont pas les mêmes, notamment en cas d'allongement du QT. Rechercher des facteurs favorisants. Le blocage du système nerveux autonome, c'est un élément du traitement majeur. La cardioversion chimique, et puis ensuite, des manœuvres plus interventionnelles, l'ablation du foyer rythmique, du foyer tachycardio-ventriculaire et l'assistance circulatoire. Voilà, je vous ai mis en détail donc, le choc électrique externe, la sidération myocardique possible, en fait j'en ai parlé, l'overdriving par son entraînement ou par pacemaker externe, ce qui est aussi utilisé pas mal en pré-hospitalier. Voilà, les facteurs favorisants modifiables, c'est notamment les troubles hydroélectrolytiques, ceux qu'on va contrôler le mieux, la calémie, le magnésium, les médicaments pro-arythmogènes, surtout de réfléchir à la place de l'amiodarone, notamment en cas de QT long, et la revascularisation qui va être le plus complète possible. En cas de revascularisation incomplète, il faut discuter de compléter le geste pour pouvoir revasculariser les zones ischémiques. Pardon pour la mise en page. Le blocage du système nerveux autonome, il faut arriver à le mettre en avant le plus rapidement possible, bêta-bloquant ou sédation, et puis après il y a des blocages plus interventionnels, donc soit anesthésiques avec blocage bilatéral du ganglion stellaire par anesthésie leucorégionale, par des sympathectomies chirurgicales. Ça, c'est des cas décrits d'orage rythmique réfractaire, avec des contre-indications bêta-bloquants, et finalement, il y a des orages rythmiques qui cèdent vraiment sur un mode on-off après la sympathectomie chirurgicale ou le blocage anesthésique. La cardioversion chimique, on en a parlé, c'est l'amiodarone en première intention, sauf QT long, la xylocaïne qui en deuxième intention est moins efficace. Les associations antiarythmiques, c'est fait dans quelques cas décrits, mais c'est plutôt déconseillé. Et finalement, il y a assez peu de données dans la littérature sur les différents antiarythmiques et puis leur place. Pour revenir à notre patiente, donc elle a fait un premier arrêt cardio-respiratoire intra-hospitalier sur la TV polymorphe que je vous ai montré sur la première diapo. On a introduit l'amiodarone en 2 échanges pour 2 entretiens. Finalement, elle a récidivé ce trouble du rythme, elle a fait un deuxième arrêt cardio-respiratoire dans la même journée. Et finalement, sur l'ECG qui était réalisé après le deuxième arrêt cardio-respiratoire, on avait un QT qui était allongé, on a modifié l'amiodarone par la xylocaïne, dose de charge plus entretien, on a corrigé les troubles hydroélectrolytiques. À J3, finalement, ces troubles du rythme n'ont pas récidivé. On avait un accord de principe du centre d'assistance circulatoire
pour l'assister en cas d'arrêt réfractaire. Les bêta-bloquants, on a pu les introduire qu'à J3, donc finalement un peu tardivement et après correction des troubles du rythme. On a pu arrêter la sédation, donc on l'avait gardé pendant un temps assez prolongé en raison des troubles du rythme jusqu'à J5, la xylocaïne à J6. Finalement, elle évolue plutôt favorablement sur le plan rythmologique, mais défavorablement sur le plan neurologique, et il est décédé après l'arrêt des thérapeutiques actives. Voilà, ça je vous ai mis l'algorithme résumé, donc c'est les recommandations 2022 sur le management des troubles du rythme en cardiologie. Pour vous montrer surtout que les grades de recommandation sont vraiment pas très forts. En premier lieu, c'est vraiment les bêta-bloquants, la revascularisation coronaire. Ensuite, on a donc voilà, les bêta-bloquants, la sédation, donc ça c'est tout le blocage du système nerveux autonome, la correction des troubles hydrolytiques. Et finalement, on voit que les antiarythmiques arrivent après avec un niveau de preuve qui est beaucoup plus faible. Et puis ensuite, les autres stratégies plus interventionnelles qui sont également de faible niveau de preuve dans cette indication.